Exode moral, Tout un à fait. recueil de poèmes. Bonsoir Yanaka. Bonsoir, Madame Marie-Laure Gorin. Exode moral. On parle Oui. souvent d'exode rural. Vous dites exode moral. Que voulez-vous dire? Bon, en littérature, c'est la créativité, surtout la poésie, c'est la créativité. Et l'exode rural, c'est le déplacement des populations du village, je veux dire, des zones rurales vers Les zones les zones urbaines. urbaines. Mais exode moral ici, c'est un voyage à l'intérieur de soi, pour découvrir ses fragilités, pour découvrir aussi ses forces, ses faiblesses, et aussi pour transcender beaucoup de choses comme les épreuves de la vie, etc. Et on aura le temps d'en parler. Vous Tout avez à l'heure. écrit cette œuvre en 2005. Vous attendez 2014 pour la publier. 9 ans plus tard. Pourquoi? Non, en réalité, j'ai écrit cette œuvre dans mon adolescence quand j'avais 18 ans. Il y a eu un simulacre d'édition dans les années 2005, mais maintenant que je suis éditeur, j'ai préféré sortir cette œuvre-là. Nous allons donc voir, parce que l'œuvre vient d'être dédicacée. Nous allons voir le résumé avec notre consoeur Sita Soro et poursuivre notre entretien. Une femme vêtue de blanc en pleine méditation, un oiseau blond, des bougies, des éclairs et un globe, des images pour évoquer la paix et le chaos, porte d'entrée de l'exode moral. Exode moral, titre de l'œuvre de Yanaka, une œuvre poétique invitant à un voyage intérieur. Un ouvrage de 56 pages comprenant 20 textes poétiques divisés en 3 parties. La poésie didactique, la poésie lyrique et la poésie satirique. La satire pour dénoncer les déviations politiques en Afrique et ses conséquences. Une poésie didactique où le poète pose une réflexion sur la société, les rapports sociaux, la condition du poète dans la société et les problématiques existentialistes. Le lyrisme pour chanter l'amour et ses histoires d'amour qui l'habillent de gloire et de haillons. Le message selon l'auteur, c'est celui de l'espoir. À cet effet, il invite à transcender les difficultés et à positiver. Il appelle également à recourir aux valeurs morales, à l'élévation de l'esprit et à la méditation sur la vie. D'autres thèmes tels que la vanité, l'argent et le terrorisme y sont abordés. Des vers qui ramènent le lecteur à la quête d'équilibre moral. Il faut arriver à transcender les difficultés. Ce sont les mots du poète que vous êtes. Mais vous dites en même temps, nul n'est poète chez soi. C'est comme ça que débute la préface de votre œuvre. C'est une parole forte qui reprend un verset biblique très connu, nul n'est prophète chez soi. Est-ce que les gens ne vous taxeraient pas de blasphémateur si Il vous n'y me a, permettez ce thème? non, il n'y a aucun propos blasphématoire dans ce thème. C'est tout simplement pour exprimer l'incompréhension du poète dans la société. J'en parle. Et il y a certains qui se font une idée du poète qui n'est pas tout à fait vrai. C'est pourquoi, dans l'introduction de la première partie de ce poème, de ce texte qui s'appelle Écharde, j'ai cité une définition du poète Zadi Zaro qui dit: le poète est un prêtre qui s'ignore, un adulte aux larmes faciles, un être qui aspire à l'idéal mais rencontre toutes sortes de difficultés. Et quand vous dites aussi que nul n'est poète chez soi, est-ce que c'est parce que vous êtes incompris? Sinon, pourquoi vous n'êtes, Depuis des pourquoi siècles, nul n'est poète chez je ne soi? suis pas le seul poète qui l'exprime. Depuis des siècles, Victor Hugo en a parlé, Mallarmé en a parlé, comment on dit, Baudelaire en a parlé. Même quand vous lisez Victor Hugo dans La fonction du poète, il en parle. Aujourd'hui, il y a une désaffection de la poésie auprès des lecteurs. Quelles sont les raisons? Bon, d'après certains, ils disent que la poésie est vraiment hermétique. Alors, Vous nous pourtant, faites voyager dans un monde non, pourtant le inconnu. poète, il ne s'exprime que simplement avec des images. Ceux qui sont capables, en griffe, de lire les psaumes de la Bible, c'est de la poésie. Nous allons donc voir un poème. Ça va vous donner le temps de mieux expliquer ce que vous dites. Lequel? Le goût de la poubelle. Oui. C'est un titre, je ne sais pas, mais quand on regarde, vous qui êtes poète, vous allez nous expliquer. Alors, quand vous dites le goût de la poubelle, et vous dites il y a des personnes comme vous qui ont consommé des mets succulents dans la poubelle. Or, la poubelle repugne. Alors, le goût de la poubelle, c'est un texte que j'ai écrit pour qui parle un peu de, comme on dit, la quête de l'équilibre et de l'avantage des épreuves, de Une quête l'avantage. d'équilibre qu'on retrouve dans la poubelle. Oui, parce que la poubelle, c'est tout ce qui est, on met dans la poubelle tout ce qui est rejet, Des ordures. les ordures, etc. Mais la poubelle aussi a une valeur thérapeutique, a un pouvoir thérapeutique. La poubelle a un avantage. Et c'est de découvrir en soi ses propres fragilités, ses misères, etc. Et les transcender aussi.
Donc, c'est ce que j'exprime par le goût de la poubelle. Et vous allez plus loin en disant que la poubelle a une raison d'existence pédagogique. Quel est ce rôle pédagogique de la poubelle qui, en réalité, comme je le disais, doit répugner tout être normal? Parce que dans les épreuves de la vie, il y a toujours un bénéfice. Dans une situation difficile, il y a toujours une leçon à en tirer. Et il y a certains qui apprennent à partir des erreurs. Il y a certaines qui apprennent à partir d'une succession de déviations. Alors, parler du goût de la poubelle, c'est parler des avantages qu'on peut tirer des épreuves. Des épreuves de la vie, tout simplement. D'accord. On va voir aussi un autre poème. Vous dites, et l'homme créa Dieu à son image. Oui, c'est un texte qui... Il a dit quelque part, c'est Dieu qui créa l'homme à son image. Mais bien sûr, c'est un texte qui, heureusement ou malheureusement, a été très médiatisé parce qu'il a coïncidé avec cette succession d'attentats terroristes. Alors, je présente... L'écrivain est un prophète méconnu. Il a l'avantage d'être une boussole, je vais dire, de présenter ses textes ou ses écrits comme une boussole. Alors, c'est un miroir, tout simplement, que je présente à la société pour ensemble voir les idées qui caractérisent l'affirmation de notre foi dans la société, tissée de superstitions, de dogmatisme, de fanatisme et de tous ces dérivés. Alors, ces déviations-là qu'il fallait montrer, et ça donne raison au philosophe Nietzsche qui dit que la force de la foi n'exprime que la force et non la croyance, notre croyance. Donc, il y a beaucoup de déviations. Non, à cause des dérives, donc vous inversez les mots. Non, vous dites plutôt que c'est l'homme qui crée Dieu à son image. L'inversion de mots, le jeu de mots est secondaire par rapport au message qui est véhiculé. Alors donc, comment sauver ce monde qui va à sa dérive, selon vous? C'est pourquoi je présente cela comme un miroir. Les lecteurs reconnaîtront, verront ce fanatisme, etc., qui s'exprime dans l'expression de notre foi, ces déviations-là. Donc, c'est tout simplement ce miroir que je présente en résumé. Et quand on vous lit, le poète semble être une solution. Le poète, une solution? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que le poète est un observateur de la société. La poésie a cet avantage. Vous êtes en avance, vous voyez les choses. Mais bien sûr. Où est-ce qui va arriver? Mais bien sûr. La poésie a l'avantage de parler au cœur et au sens. Il y a des choses... Vous dites que Dieu inspire à l'âme. Mais le poète, ce qu'il veut, à l'âme du poète. Mais les poètes, les poètes avant moi ont toujours fait le lien entre la poésie et la spiritualité. C'est bien réel, la poésie et la spiritualité. Et c'est en cela qu'on dit que le poète est un prophète. D'accord. Voilà. Alors, comment transcender les difficultés? Les lecteurs qui vous suivent, comment pourront-ils arriver à transcender toutes les difficultés? Parce que vous dites, de la vie, il faut retenir que ce qui est bien. Alors, dans ce voyage intérieur, à l'intérieur de soi, c'est de s'avouer ses défectuosités, c'est de s'avouer ses faiblesses, parce que les psychologues disent qu'on ne peut changer ce qu'on ne s'avoue pas. C'est d'être face à ce miroir-là. Je le dis dans un des textes, le poète n'est pas un esthéticien des défectuosités morales. Alors, c'est de regarder à l'intérieur de soi, c'est d'accepter ses fragilités, de reconnaître ce qu'on est, ses forces et ses faiblesses, et à partir de cela, tirer les leçons qu'il faut. Et c'est ainsi qu'on transcende toutes les épreuves de la vie. Il y a Baudelaire qui disait « Vous m'avez donné de la boue et j'en ai fait un trésor ». Alors, pour votre conclusion, je voudrais que vous lisiez cet extrait tiré de la préface de votre ouvrage. Alors, si vous allez lire juste derrière l'ouvrage, pour avoir dit l'épine, vous poursuivez. Pour avoir dit l'épine de la vérité, il est traité de traître. Il est victime de son art, de sa science, de son sacerdoce. Las de tant d'imprécations, osera-t-il éteindre la fontaine de sa voix? Une préface faite par Cédric Marchal ici, qui est un jeune poète qui a beaucoup de talent, que je salue. Et je vous retourne la question, oseriez-vous éteindre la fontaine de votre voix, même si vous êtes incompris en tant que poète? Non, je l'ai dit dans plusieurs textes là-dedans. Dans La Rébellion des poètes, par exemple, le poète, il parlera toujours. Même si vous pensez que vous êtes incompris, Yanaka? Cette incompréhension n'est pas liée à ma personne, c'est lié au message des poètes. Au poète que vous êtes. C'est lié au message des poètes. Et le message que devaient retenir les lecteurs sur ce plateau? Je saurais dire que malheureusement, il y a une désaffection, comme je le disais tout à l'heure, de la poésie. Pourtant, la poésie, c'est un genre c'est le premier genre littéraire, et c'est un genre qui est
facile à décrypter. Alors j'invite tout le monde à s'approprier le livre Exode moral qui est en librairie. Et bonne lecture à tous et à chacun. Merci beaucoup Yanaka. Il y a Je vous en aussi prie. un journaliste sportif que vous connaissez.